Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept puisqu'on va revenir sur les films abandonnés et aujourd'hui on s'attelle à David Fincher. Alors évidemment je ne vais pas revenir sur tous les films que David Fincher a abandonnés ou qu'il a quitté en cours de route, qu'il a été viré car on en aurait pour des heures voire des jours et on n'a pas le temps. Du coup j'en ai choisi 3 majeurs dans sa carrière et surtout 3 sur lesquels il me semblait intéressant de revenir dans la perspective de Netflix. Petit rappel rapide d'ailleurs, c'est le réalisateur de Seven, de Fight Club, de Social Network ou encore de Gone Girl. Eh bien il a signé un contrat avec Netflix qui se tiendra au moins jusqu'en 2024. Vous le savez, il a déjà travaillé avec la plateforme pour House of Cards, pour Mindhunter et son dernier film Mank qui est directement sorti sur Netflix en décembre 2020. Et je vous conseille d'ailleurs de le regarder car c'est un immense film et puis vous pourrez jeter un œil à la critique de Simon juste ici comme ça. Je me suis dit que Netflix pourrait être un terrain de jeu parfait pour faire revivre certains des films abandonnés de Fincher. Je vais vous lancer sur 3 longs métrages qu'on voudrait voir revenir dans l'esprit de Fincher et spéculer sur des chances que ça arrive grâce à son accord avec Netflix. Bref, trêve de bavardage et de présentation, on se lance tout de suite avec World War Z 2. Oui, vous ne l'attendiez probablement pas celui-ci, même si c'est dans le titre de la vidéo YouTube, finalement. Bref, en tout cas, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit que c'était sûrement un de ceux qui avait le plus de chances de prendre vie sur Netflix un jour. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi, World War Z, c'est un film de zombies, adapté du roman éponyme de Max Brooks, qui raconte donc une pandémie zombiesque, quoi. En gros, imaginez la Covid-19 qui transforme ses hôtes en zombies. Et ben ça donne World War Z, et du coup, c'est la merde. Lors de sa sortie en 2013, le film a reçu des critiques très mitigées, mais a réussi son coup au box-office avec 540 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 190 millions. Sans attendre, Paramount a donc lancé la machine pour une suite. Le réalisateur Marc Forster devait laisser sa place à Juan Antonio Bayona, réalisateur espagnol qui venait de faire The Impossible et L'Orphelinat, et qui est maintenant connu pour Jurassic World Fallen Kingdom. Et pendant 2 ans, on n'entend plus trop parler du projet, mais en 2015, on apprend que Steven Knight, dont vous connaissez sûrement la série Peaky Blinders, est embauché au scénario. Sauf qu'en 2016, tout bascule. Juan Antonio Bayona quitte le projet pour se concentrer sur quelques minutes après minuit, et les rumeurs annoncent l'arrivée de David Fincher aux commandes. À l'époque, personne n'y croit, moi non plus, mais c'est finalement confirmé par Paramount en juin 2017. Pendant plus d'1 an, David Fincher et le scénariste Dennis Kelly, le créateur de la série Utopia, se concentrent alors sur l'écriture d'un scénario digne de ce nom, et qui justifie une suite au-delà du simple intérêt commercial. Ça va prendre beaucoup de temps, mais en octobre 2018, Paramount annonce que le tournage va finalement pouvoir commencer. Il faut dire que Paramount a repoussé la production de World War Z 2 pour laisser David Fincher se concentrer sur une chose, la saison 2 de Mindhunter, début 2018. Et ils ont bien fait puisque de toute façon le film n'aurait pas pu se faire cette année-là, Brad Pitt étant bloqué par le tournage d'un autre gros film, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Début novembre 2018, tout semblait parfait pour lancer pleinement la suite zombiesque, qui allait demander beaucoup d'abnégation et beaucoup d'envie. Parce que d'après les informations de l'époque, le tournage devait se dérouler dans plus de 5 pays différents et comptait également 6 mois de tournage à rien qu'à Atlanta. Début 2019, Paramount annonce que le tournage commencera donc en juin, mais incroyable, 1 mois plus tard, en février, Paramount annonce que le film est carrément abandonné. C'est une grosse surprise à Hollywood puisque aucune raison officielle n'est donnée. Beaucoup pensent que c'est le budget demandé par Fincher qui a bloqué, Paramount voulant dépenser moins que 190 millions, donc soit moins que le premier volet, et Fincher, il voulait plus. Et en vérité, Paramount voulait a priori s'occuper en priorité de ses futures missions impossibles et n'avait pas envie de perdre de temps à faire des concessions sur World War Z 2 et à discuter avec Fincher. Du coup, Fincher, il a accepté son sort, il a finalement fini son année du côté de Netflix pour faire Mank, que vous avez donc vu et que je vous recommande encore, parce que c'est important. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une seule seconde que World War Z 2 soit définitivement mort? Non, tout simplement parce que l'univers de World War Z a tout pour devenir une poule aux œufs d'or. Et si Fincher accepte de revenir, il y a peut-être un moyen de relancer cette suite avec Netflix. Depuis l'abandon du film, tous les participants n'ont cessé d'expliquer que rien n'est terminé. Jeremy Kleiner, le producteur et associé de Brad Pitt chez Plan B, a annoncé début 2020 qu'il fera tout pour que la suite se fasse un jour. Mireille Enos, l'actrice qui joue la femme de Brad Pitt dans le film, a aussi regretté l'abandon de World War Z 2. Et puis plus important encore, Brad Pitt lui-même, en tant que producteur, détenteur des droits d'adaptation et puis star du film, il y pense toujours, et évidemment avec son ami Fincher aux commandes, comme il le disait en interview. C'est vraiment cool, nous avons une très bonne histoire que David Fincher a supervisée, une très grosse histoire même, les choses qu'il a prévues n'ont jamais été vues auparavant, et je suis certain qu'il s'en servira dans quelque chose d'autre. Bon, quelque chose d'autre peut-être, ou tout simplement en reprenant
World War Z 2 entre ses mains avec Netflix. Depuis plusieurs années, on sait que Netflix et Paramount, ils s'entendent très bien. Les deux studios ont même signé un accord pour que le studio à la montagne, il fasse des contenus exclusifs pour Netflix. Alors oui, ce contrat, j'avoue, il date de 2018. Et c'est loin maintenant qu'on est en 2021 et que Disney+, HBO Max, Peacock et surtout Paramount+, maintenant, existent. Et du coup, ce contrat, il est peut-être caduc. Cependant, j'imagine que la porte, elle est ouverte. Après tout, encore une fois, Brad Pitt a les droits de World War Z avec Plan B. Et il a sûrement assez de pouvoir pour réussir à trouver un accord avec Paramount pour qu'il laisse tomber la franchise ou trouve un terrain d'entente pour que cela continue ailleurs et donc sur Netflix, vu le contrat d'exclusivité de David Fincher. Alors personnellement, j'imagine mal en plus Netflix dire non à une aussi grosse franchise. World War Z 2, c'est une histoire de zombies, et Netflix adore les zombies, autant que ses abonnés d'ailleurs. World War Z 2, c'est une suite, et donc ça a déjà une grosse base de fans. World War Z 2, ce serait réalisé par David Fincher, soit l'un des meilleurs réalisateurs actuels, et donc ça pourrait attirer un public averti. Et puis enfin, il y a Brad Pitt en acteur principal, donc de quoi en faire un énorme hit. Donc gros spectacle, plus gros acteur, plus gros réal, plus grosse franchise au bout de l'allée, c'est sur World War Z 2 conquis la critique et le public, comment Netflix pourrait dire non? D'autant plus que ce qui est hyper excitant, c'est de voir Fincher se lancer dans un type de film très différent de ce qu'il a fait jusqu'ici, mais qui pourrait contenir ses thèmes de prédilection, la solitude, l'obsession, l'aliénation et globalement la déshumanisation du monde. Et comment mieux décrire cette déshumanisation qu'à travers un monde rempli de zombies. D'ailleurs, David Fincher avait fait une publicité en 2005 pour Heineken avec Brad Pitt, ça s'appelait Beer Run, et l'acteur y est poursuivi par une horde de photographes dans les rues de Los Angeles. Ça donnait déjà un peu une idée de son potentiel World War Z 2, et notamment la manière dont il aurait mis en scène des mouvements de foule. Vous vous dites sûrement que je vais placer le baromètre très haut, mais pour l'instant je ne le mettrai pas plus haut que 70%, car il y a un hic pour moi. Au-delà des histoires de droit qu'il faudra évidemment régler, il y a un problème majeur dans le projet World War Z 2, c'est Army of the Dead. En fait, si on réfléchit bien, Netflix n'a plus vraiment besoin d'une franchise de zombies, puisqu'elle a déjà lancé son univers étendu de zombies avec le film de Zack Snyder. Netflix pourrait donc avoir envie, et c'est bien dommage, de rester concentré sur les zombies de Snyder, qui a été un énorme succès à sa sortie. Ce qui n'annonce donc rien de bon pour la renaissance de World War Z 2. Bref, on passe au suivant, 20 000 lieues sous les mers. En 2010, David Fincher est annoncé à la tête d'une adaptation du classique de Jules Verne pour Disney avec un scénario de Scott Z. Burns, le scénariste de La Vengeance dans la peau et des futurs Contagion ou même Mourir peut attendre. 20 000 lieues sous les mers, c'est évidemment un livre culte de Jules Verne, l'histoire de 3 hommes capturés par le capitaine Nemo, un mystérieux inventeur qui parcourt les fonds marins avec le Nautilus, un sous-marin très en avance sur son temps, technologiquement parlant. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille évidemment de lire le roman de Jules Verne, ce sera le meilleur moyen de le connaître, ou de vous jeter sur le film de 1955 avec Kirk Douglas. En 2010 donc, Disney cherche à concrétiser sa nouvelle version qui rame depuis des années, et Fincher prend les commandes. Il rêve d'un blockbuster steampunk au 19e siècle, et à l'époque il décrit Star Wars l'Empire contre-attaque comme la référence de son film. Visuellement, il veut s'inspirer d'Avatar, des aventures de Tintin le secret de la licorne, et il évoque une sorte de film presque uniquement tourné en performance capture et avec 70% de CGI. C'est Ready Player One avant l'heure, quoi. Il met alors son scénariste de Seven, Andrew Kevin Walker, sur la réécriture du scénario. Mais 2 ans plus tard, Disney met le projet en pause afin de faire le point. Et pas de chance, au même moment, le studio s'occupe de John Carter et de Lone Ranger, 2 poids lourds devenus complètement ingérables pour le studio. Pendant ce temps, Fincher veut Brad Pitt pour incarner Nemo, mais l'acteur n'est pas vraiment disponible, ou plutôt pas vraiment intéressé puisqu'il choisit de faire Fury à la place. Un petit film de guerre sympatoche si vous l'avez vu, mais bon, c'est pas mémorable quoi. En 2013, le projet semble sur la bonne voie, notamment grâce à des accords trouvés avec l'Australie pour des avantages financiers. Sauf qu'en réalité, le sous-marin, il prend l'eau depuis un moment. Disney tarde à valider officiellement le film, et au même moment, Fincher n'arrive toujours pas à trouver un acteur pour porter le gros budget de 200 millions de dollars. Après Brad Pitt, 2 autres acteurs vont refuser le rôle, Daniel Craig et Matt Damon. Et lorsque le studio refuse que David Fincher prenne Channing Tatum, a priori partant, et lui propose Chris Hemsworth à la place, Fincher, il claque la porte, merci, au revoir, je ne suis plus intéressé. Mais du coup, bonjour peut-être à une nouvelle ère avec Netflix. Fincher est revenu à plusieurs reprises sur cet échec en interview, et il a surtout parlé de la crainte de Disney de lancer une machine à envergure avec des acteurs pas assez bankable pour amortir la prise de risque, et surtout devenir un gros hit au box-office, ce qui est important pour un film à 200 millions de dollars de budget. Près de 10 ans plus tard, pourquoi pas donc imaginer une telle adaptation atterrir sur Netflix? Franchement, personnellement, je serais assez emballé, notamment parce que c'est une histoire comme on n'en fait plus vraiment au cinéma actuellement. Déjà, ce serait une immense aventure avec plein de créatures impressionnantes, et même moi, hétéro, j'imagine déjà la scène du poulpe géant avec Channing Tatum en mode Magic Mike sous la pluie, et puis ça se déroulerait dans un lieu encore jamais ou rarement exploré par Netflix dans la fiction, les fonds marins, la plateforme, et puis Hollywood en général d'ailleurs.
On fait énormément de films ou séries se déroulant dans l'espace entre Le Passager numéro 4, Away, Gravity, Interstellar et compagnie. Perso, j'en ai presque marre et pourtant j'adore l'espace. Donc se jeter dans l'océan serait le moyen d'offrir un nouveau spectacle dans un univers assez peu exploité depuis l'incroyable Abyss de James Cameron, avec une grande aventure sous-marine passionnante qui pourrait aussi ouvrir dans le même temps une jolie réflexion sur l'environnement, à l'heure où la question du climat est omniprésente dans nos vies. Bon après, il faut que je sois franc avec vous et sincère, ce n'était pas vraiment le projet de David Fincher. Dans une interview avec Playboy en 2014, il avait expliqué ceci. C'était un divertissement intelligent et fou avec l'équipage du Nautilus qui se battait contre tout plein de trucs gigantesques à la Ray Harryhausen. Mais c'était aussi à contre-courant. On faisait Osama bin Nemo, un prince du Moyen-Orient issu d'une famille riche qui a décidé que l'impérialisme blanc est diabolique et doit être combattu. L'idée était de placer les enfants dans une situation où ils se diraient qu'ils étaient d'accord avec tout ce qu'ils pensent, qu'ils le comprennent, mais qu'ils sont en effet en désaccord avec sa manière de faire. Ça aurait sûrement créé la polémique, et vu la tendance de Disney à aseptiser tout ce qu'il touche et à ne vouloir égratigner personne, on comprend pourquoi le projet n'a finalement pas abouti. Et franchement, difficile d'imaginer que Netflix ait vraiment envie de sauter le pas sur une version aussi à même de créer la polémique. Au contraire, avec une histoire aussi célèbre entre les mains, un grand roman de Jules Verne quand même, et il y a des chances que Netflix cherche à faire un film épique, spectaculaire, mais certainement pas cérébral et politique. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment y croire au retour de 20 milieux sous les mers by Fincher grâce à Netflix? En vrai, j'ai vraiment envie d'y croire, personnellement, et qui n'a pas envie sérieusement, mais tout laisse à penser que ça ne se fera jamais. En plus, je crois que les droits appartiennent toujours à Disney a priori, donc ça sent vraiment le roussi. Petite précision, non seulement les droits appartiennent toujours bien à Disney, mais en plus le studio a annoncé qu'il ferait une série préquelle à 20 milieux sous les mers sur la jeunesse du Capitaine Nemo. On vous met une news où on donne tous les détails sur cette nouvelle série dans la description de cette vidéo. Bref, je place la baromètre à 10% parce que les miracles arrivent parfois, mais du coup avant que je pleure, on passe au troisième film, Black Hole. Black Hole est un roman graphique écrit par Charles Burns et ça se déroule dans le Seattle des années 70. Il suit un groupe d'adolescents victimes de la crève. La crève, c'est une mystérieuse maladie incurable qui provoque des mutations physiques et qui se transmet lors de rapports sexuels. Alors rapidement, les adolescents qui sont atteints par cette maladie venue de nulle part, ils vont s'isoler et tenter de vivre ensemble en formant une petite communauté recluse dans la forêt. Alors Black Hole, il est tombé entre les mains de David Fincher en 2008, après que le réalisateur français Alexandre Aja a quitté le projet. Et quand il est arrivé sur le projet d'adaptation, eh bien il y avait déjà un scénario écrit par deux ténors. D'un côté, Neil Gaiman, le créateur d'American Gods, et Roger Avary, le scénariste de Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Sauf qu'avec ses bonnes manières, David Fincher il a tapé du poing sur la table et il voulait que les deux hommes revoient entièrement le scénario. Il se dit même qu'il voulait qu'ils écrivent 10 scénarios différents. On peut comprendre du coup que les deux hommes n'étaient pas spécialement emballés et qu'ils ont donc quitté le projet, tout simplement, ils ont claqué la porte. Et donc c'est finalement Dante Harper, le futur scénariste d'Alien Covenant et qui a également travaillé sur la première version du scénario d'Edge of Tomorrow, qui a pris le relais. À l'époque, David Fincher il pense de son côté à Kristen Stewart pour le rôle principal et l'actrice était apparemment partante. Mais malgré l'envie de chacun de se lancer dans l'aventure, la production cale et finalement Paramount stoppe complètement l'adaptation qui ne donne plus de signe de vie à partir de 2010. Du moins ça, c'était avant que Black Hole réapparaisse soudainement en 2013, lorsque Brad Pitt, grand ami de David Fincher depuis Seven et Fight Club, a mis la main sur les droits de la BD avec sa boîte de production Plan B. Malheureusement, encore une fois, les espoirs n'ont pas fait long feu et depuis il n'y a eu aucune avancée sur une quelconque adaptation. Le jeune réalisateur Rick Famuyiwa, qui a fait Dope et quelques épisodes de The Mandalorian, avait été annoncé à la tête d'une nouvelle adaptation en 2018, mais pareil, ça a complètement disparu des écrans radars. Pourtant, notre espoir elle reprend vie depuis l'arrivée de Fincher dans la formule Netflix. Black Hole serait une histoire passionnante à voir sur un écran et avec Netflix à ses côtés, on peut imaginer que David Fincher pourrait avoir les mains libres et nous livrer donc une superbe adaptation de cette bande dessinée. Et justement, cette bande dessinée, elle a un potentiel incroyable, en tout cas pour moi. Elle est particulièrement sombre avec ses dessins en noir et blanc, et elle est très organique avec ses mutations en tout genre. Il y a certains adolescents qui sont touchés par des petites éruptions cutanées ou des vilains boss, et donc ils s'en sortent pas si mal comparé à ceux qui deviennent de véritables monstres. Le réalisateur Rupert Sanders, qui avait fait Ghost in the Shell, s'est amusé dans un court-métrage en 2010 à tenter de recréer cette atmosphère, et c'était franchement glauque, sacrément étouffant, et très frontal avec beaucoup de nudité. L'aspect visuel est probablement ce qui a freiné Fincher en grande partie, puisqu'il expliquait vouloir bousculer l'idée qu'on se fait du corps humain grâce au film. Ça aurait donc sûrement été sacrément noir esthétiquement, assez compliqué à mettre en image, et ça paraît donc assez logique que Paramount, qui ne prend pas beaucoup de risques, disons-le franchement, ait lâché l'affaire. Au-delà de ça, Black Hole c'est surtout extrêmement riche puisque la BD elle brosse au fond un portrait fascinant et étrange des années lycée, de sa propre aliénation à sa sauvagerie, sa cruauté, les sentiments d'anxiété ou d'ennui qu'elle peut provoquer chez les lycéens,
l'éveil sexuel aussi. Enfin, moi, ce qui me donne vraiment envie de voir l'adaptation de Black Hole par David Fincher, au-delà de l'ambiance glauque, de ses personnages en putréfaction, c'est qu'elle aurait encore plus de sens après la période trouble que l'on vient de vivre avec la Covid-19. La BD, elle se concentre sur quoi? Eh bien sur un virus qui touche uniquement les jeunes, soit le quasi-opposé du coronavirus finalement, qui est dangereux en grande majorité pour les personnes âgées. Et avec le combo gros virus bien vicieux, adolescents perturbés et aussi plein de meurtres, parce que oui, il y a plein de meurtres, je vous avais caché ça, eh ben je me dis que Black Hole serait un terrain de jeu parfait pour Netflix, vu sa cible et son engouement pour ce type d'histoire. Il y a un problème, c'est que les droits BD sont toujours entre les mains de Brad Pitt et de Plan B. Toutefois, vu qu'ils sont très amis, Brad Pitt et David Fincher, on peut imaginer une belle collaboration entre l'acteur-producteur et David Fincher, d'autant plus avec Netflix qui alignera probablement l'argent devant le potentiel fou de la BD. Reste à voir si le film se fera en noir et blanc, ce qui correspondrait évidemment à l'identité de la BD, et c'est probablement ici que ça coincerait le plus avec Netflix, parce que comment attirer une cible plutôt jeune vu le sujet avec un film en noir et blanc? Franchement, j'y crois peu. Un petit souci au milieu de ce boulevard des possibles qui me laisse penser qu'on va quand même devoir attendre encore longtemps avant de voir ce Black Hole par Fincher, mais malgré tout le potentiel est là, le sujet est bankable, attractif entre l'horreur, le virus, le sexe aussi et les mutations physiques monstrueuses des personnages, mais avec cette question du noir et blanc, c'est presque qui tout double. Alors, parce que je pense que Fincher est capable de faire des concessions avec Netflix, j'ai envie d'y croire personnellement et je vais placer le baromètre de l'espoir à 80%. C'est beaucoup, oui, d'accord, mais il faut croire en ses rêves après tout. Bref, voilà pour les 3 films abandonnés de David Fincher qu'on aimerait voir revenir sur le devant de la scène et qui pourraient potentiellement voir le jour sur Netflix, vu leur immense potentiel. Évidemment, comme je le disais en début de vidéo, c'est une liste non exhaustive et j'aurais pu parler de Rendez-vous avec Rama, Torso, Hardboiled et bien d'autres. Il y a d'ailleurs un excellent dossier sur notre site qui récapitule à peu près tous ces projets abandonnés. En revanche, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce qu'on pourrait faire d'autres vidéos sur les films abandonnés de David Fincher ou carrément sur d'autres cinéastes. Ce n'est pas comme s'il en manquait. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de nous dire quel film vous avez le plus envie de voir renaître parmi ceux qu'on a cités, de quel film abandonné vous aimeriez qu'on parle également, ou de liker la vidéo tout simplement, de vous abonner à notre chaîne YouTube ou carrément à écran large parce que c'est important, on vous met un petit lien en description. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. À bientôt!